L'œdème aigu du poumon, ou OAP, est une atteinte cardiologique que tout le monde peut être amené à rencontrer en évoluant au sein de l'hôpital ou en libéral. Dans cette vidéo, on parlera de la physiologie de l'OAP cardiogénique uniquement, les mécanismes de l'OAP neurologique étant un peu différents. Les objectifs de cet épisode sont de comprendre la physiopathologie globale de l'OAP, d'identifier les signes cliniques évocateurs et les éléments permettant de réaliser le diagnostic, mais également d'appréhender les différentes causes de l'OAP cardiogénique et afin de mettre en place le traitement adapté. Déjà, petit disclaimer, un OAP n'est pas forcément un choc cardiogénique. Dans les formes graves, ils peuvent entraîner une chute du débit cardiaque et donc de la pression artérielle, mais initialement, l'OAP va surtout causer une atteinte respiratoire, mais on aura l'occasion d'y revenir. Rappel très rapide sur la physiologie cardiaque. Le sang veineux non oxygéné arrive dans le cœur droit, via les veines caves supérieures et inférieures, passe dans l'oreillette droite, puis dans la valve tricuspide pour atteindre le ventricule droit. Le sang est ensuite éjecté dans l'artère pulmonaire à travers la valve pulmonaire pour arriver jusqu'au capillaire pulmonaire, où il sera épuré en dioxyde de carbone et enrichi en oxygène. Il passe ensuite dans les veines pulmonaires qui déversent le sang dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, après avoir passé la valve mitrale. Il est ensuite expulsé à travers la valve aortique dans l'aorte, pour être distribué à l'ensemble de l'organisme. La systole, contraction et expulsion du sang des ventricules, et la diastole, remplissage des cavités, sont les deux étapes permettant la circulation du sang à travers les chambres cardiaques. Les valves cardiaques, pulmonaires, aortiques, tricuspides et mitrales, sont tributaires des pressions qui règnent en amont et en aval. Il faut les visualiser comme des doubles portes qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction des pressions. L'activité électrique cardiaque n'intervient en rien sur l'ouverture et la fermeture de ces valves. Par exemple, la valve aortique se fermera au cours de la diastole, quand le cœur se remplit, car la pression présente dans l'aorte sera alors supérieure à la pression dans le ventricule gauche. La pression dans l'aorte viendra donc plaquer la valve, permettant au ventricule de se remplir. Quand la valve mitrale se ferme et que le cœur se contracte, la pression augmente très rapidement dans le ventricule gauche, puisqu'il s'agit alors d'un milieu clos. La quantité de sang ne change pas, mais le volume de la chambre diminue. La pression augmente. C'est comme quand vous pressez un ballon de baudruche. Quand la pression dans le ventricule gauche devient supérieure à la pression aortique, la valve aortique s'ouvre et le sang est expulsé dans l'aorte. L'œdème aigu du poumon peut être provoqué par plusieurs choses différentes sur lesquelles on reviendra dans quelques minutes. Mais parlons d'abord de cette affection cardiaque de manière macro, avant de rentrer dans le détail. Peu importe l'origine, dans l'OAP, les pressions du ventricule gauche chargées d'expulser le sang dans l'aorte vont augmenter. Le sang présente une difficulté pour expulser le sang dans l'aorte, il ne parvient pas à contrer les pressions aortiques et la quantité de sang expulsé peut diminuer. Si les pressions dans le ventricule gauche augmentent trop, cela va avoir une répercussion sur le circuit en amont, à savoir les veines pulmonaires. En augmentant la pression hydrostatique dans les veines pulmonaires, on l'augmente également dans les capillaires pulmonaires. Et si la pression hydrostatique augmente dans les capillaires pulmonaires, le liquide va être forcé de quitter les vaisseaux sanguins pour pénétrer alors dans les espaces interstitiels pulmonaires. Petit à petit, de l'eau va donc s'insinuer autour des alvéoles, provoquant une perturbation des échanges gazeux. C'est l'œdème interstitiel. Si la thématique des échanges alvéolo-capillaires vous intéresse, je vous renvoie vers cette série de vidéos. Si rien n'est fait et que la pression augmente encore dans les capillaires pulmonaires, du liquide finira par passer du secteur interstitiel vers l'intérieur des alvéoles pulmonaires. De l'eau pénètre littéralement à l'intérieur du poumon. C'est l'œdème alvéolaire. Et pour ne rien arranger à ce tableau, une réaction inflammatoire se déclenche progressivement en réaction au liquide présent dans les alvéoles, aggravant encore la détresse respiratoire. Parce que oui, même si je vous l'avais pas dit en intro, vous vous en doutez, ce phénomène va entraîner une détresse respiratoire plus ou moins importante en fonction de la gravité de l'OAP. Le liquide présent dans les alvéoles va également provoquer une atteinte du surfactant, augmentant la tension de surface et favorisant ainsi la formation d'œdème et d'atélectasie, c'est-à-dire des collapsus des sacs alvéolaires, empêchant l'air inspiré d'y pénétrer. Les causes de la survenue de l'OAP sont multiples. Elles vont toutes être responsables de l'augmentation des pressions dans le ventricule gauche. La majorité de la formation des OAP va être secondaire à la survenue d'un infarctus du myocarde, et ça va être aussi généralement la cause d'OAP très sévère. Si l'infarctus touche une coronaire qui vascularise le ventricule gauche, ce dernier va voir sa contractilité diminuer. Le ventricule est sidéré, on le remarque à l'échographie qu'il se contracte beaucoup moins. En se contractant moins, la pression moyenne qui règne à l'intérieur va être augmentée, entraînant ainsi une élévation de la pression dans les veines pulmonaires et provoquant l'apparition d'un œdème aigu du poumon. Ce type d'OAP est particulièrement cataclysmique parce que les mécanismes compensateurs ne vont pas avoir le temps de se mettre en place, et ça va pouvoir entraîner la formation
formation d'un choc cardiogénique. Une autre cause possible d'OAP peut être une poussée hypertensive chez un patient présentant une insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, les pressions dans le ventricule gauche ont de base tendance à être augmentées, avec notamment l'hypertrophie du myocarde. Cette même insuffisance cardiaque peut être provoquée par une hypertension artérielle chronique. L'augmentation des pressions en aval oblige le cœur à se muscler plus. Cette même insuffisance cardiaque peut être provoquée par une hypertension artérielle chronique. L'augmentation des pressions en aval oblige le cœur à se muscler plus pour pouvoir lutter contre la pression aortique, cette résistance au moment de l'expulsion du sang au moment de la systole. Cette hypertrophie va ainsi diminuer la compliance cardiaque et augmenter la pression qui règne dans le ventricule gauche. Les patients traités pour de l'HTA et suivis pour de l'insuffisance cardiaque peuvent vivre tout à fait normalement en prenant certaines précautions. Mais il arrive qu'un pic hypertensif vienne rompre l'équilibre précaire de l'insuffisance cardiaque. Si les pressions augmentent en aval du cœur via l'hypertension, le cœur, qui a déjà de base des pressions augmentées dans son ventricule gauche, subira de plein fouet cette hypertension qui se répercutera dans les capillaires pulmonaires. L'augmentation de la tension peut également être progressive en cas de non-suivi du traitement antihypertenseur par exemple. D'autres mécanismes peuvent de la même manière entraîner la formation d'un OAP. L'hypervolémie suite à une insuffisance rénale par exemple, les troubles du rythme, etc. Ok, donc là on a parlé longuement de la physiopathologie, parlons maintenant des signes évocateurs de l'OAP. Comme on l'a dit, la détresse respiratoire occupe une place centrale dans le tableau clinique de l'OAP, avec des signes de lutte et une polypnée plus ou moins marqués. Dans les cas avancés, on pourra avoir une toux avec expectoration qui est un signe de l'œdème alvéolaire. La personne pourra être incapable de dire plus de 10 mots et éventuellement présenter des signes de gravité comme une cyanose ou des sueurs. La désaturation pourra être profonde en air ambiant et nécessitera une mise en place rapide d'oxygène à haut débit pour compenser l'hypoxémie. Le patient pourra également présenter des troubles de la vigilance, signes de gravité également. À l'auscultation, des crépitants pourront être présents mais ne sont pas très sensibles pour détecter un OAP. Ils peuvent être absents ou présents, mais dans d'autres tableaux cliniques également. Au niveau de l'examen purement clinique, on pourra retrouver des œdèmes des membres inférieurs, une turgescence jugulaire, une hépatomégalie qui seront des signes d'insuffisance cardiaque, qui, corrélés au reste du tableau clinique, peuvent évoquer un OAP. Au niveau paraclinique, on retrouvera donc la désaturation profonde et potentiellement une hypertension en cas d'OAP hypertensif. Le CG devra être réalisé dans tous les cas pour détecter un éventuel syndrome coronarien aigu. L'échographie sera un très bon élément de diagnostic en préhospitalier avec la présence des fameuses lignes B bilatérales qui vont être les témoins d'une surcharge hydrique pulmonaire. Aux urgences, une radiographie pulmonaire pourrait être réalisée également. Le traitement de l'OAP sera en premier lieu symptomatique si le patient présente une détresse respiratoire importante, avec la mise en place rapide d'une oxygénothérapie et d'une VNI si nécessaire, ventilation non invasive. Au niveau médicamenteux, des diurétiques et dérivés nitrés seront mis en place pour diminuer la volémie et la pression artérielle. En cas de choc cardiogénique associé, des catécholamines pourront être mises en place pour augmenter la contractilité cardiaque. Bien évidemment, on ne mettra jamais en place de noradrénaline qui ne fera qu'augmenter la post-charge cardiaque et donc majorera l'OAP. En cas d'OAP très sévère, on pourra décider d'intuber le patient, d'autant que dans ce tableau précis, la ventilation positive peut avoir un effet positif sur la fonction systolique du ventricule gauche. Et si la thématique de l'OAP vous intéresse, je vous invite à aller voir mon épisode de In Vivo, qui est un épisode un court-métrage qui se déroule depuis l'intérieur du corps humain, où justement je prends l'exemple de l'OAP hypertensif. Une personne âgée qui est suivie pour insuffisance cardiaque mange beaucoup à Noël et va prendre beaucoup de sel. Comme c'est expliqué depuis l'intérieur du corps humain, d'ailleurs c'est le rein qui va l'expliquer au cœur, et le sel va attirer l'eau et va créer ce qu'on appelle une hypervolémie, qui peut entraîner un pic hypertensif. Le cœur, qui est déjà fatigué, il en parle au début de l'épisode, il a déjà une insuffisance cardiaque, il est déjà fatigué, mais pour l'instant tout va bien, et il a du mal à lutter contre ce pic hypertensif. D'autant qu'on apprend également, via l'estomac, que la personne n'a pas forcément pris son traitement antihypertenseur. Donc pic de sel plus non prise de médicaments antihypertenseurs, ça donne un pic hypertensif qui peut être mal géré. Dans l'épisode, ça va même aller plus loin que ça, mais je ne vous spoil pas et je vous invite à aller le voir parce que c'est une des vidéos dont je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube. Et si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Les liens vers les recos, etc. sont également dispo en description comme d'habitude. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne. Mettre le petit like, un petit commentaire pour dire c'était trop génial, voilà, tout ça quoi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all.